Bonjour, Axel Tréhin, j'ai entre 35 et 40 ans et je vous accueille à bord de mon joli TAS 40 avec lequel je prévois de faire la prochaine route du Rhum à l'automne 2026. La course au large, c'est un univers qui m'attire depuis tout petit. J'ai eu la chance de grandir pas très loin du bord de mer, pas loin de l'estuaire de la Loire, du côté de Saint-Nazaire. Et pour je ne sais quelle raison, cet horizon qui se dressait au loin, là, quand j'étais au bord de la mer, ça m'a toujours interrogé. De me dire qu'il y avait une terre de l'autre côté qu'on ne voyait pas, ça me paraissait assez dingue. Et le temps passant, j'ai eu la chance en grandissant d'essayer différents sports. Notamment un été de faire de la voile. Et pour la petite histoire, quand j'étais jeune, j'avais un gabarit un peu dehors de la moyenne, à savoir que j'étais assez grand et surtout très large. Et en faisant de la voile, j'ai découvert que ce gabarit pouvait être un avantage et pas forcément un inconvénient. Donc clairement, pour jouer au foot, c'est pas moi qui courais le plus vite, mais pour faire du rappel, j'étais assez efficace. Du coup, j'ai pris énormément de plaisir à faire des compétitions, parce que l'esprit de compétition, mes parents ont tout fait pour que je l'ai pas, mais je l'ai eu. Clairement, c'est un domaine de la voile dans lequel j'ai réussi à mettre à profit mes avantages. Il y a une dimension autant sportive qu'intellectuelle quand on régate qui me plaît beaucoup. Et l'attrait du large, il est venu assez vite, notamment en ayant eu la chance de participer plusieurs fois au Tour de France à la voile à l'époque où on faisait ça sur des bateaux où on était 8 à bord et où on faisait des ralliements, où on passait des nuits en mer. Et l'idée de continuer à faire la course alors que le soleil était passé de l'autre côté de l'horizon, j'ai trouvé ça complètement dingue. Intégrer la dimension de la gestion de la fatigue et de l'intensité de l'effort qu'on a à fournir, pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que tout m'intéressait, autant la partie navigation que la partie régler une grand voile, que régler un spi, que tenir la barre. Naturellement, l'idée de faire du solo est venue. Assez rapidement, j'ai cru comprendre au détour de ce que je voyais, ce que je lisais, que la mini pouvait être un peu un passage obligé pour certains, même si c'est pas une vérité générale, mais en tout cas une sacrée école. Et j'ai fait le choix de tout faire pour faire une première mini, sachant que pour mettre le pied dans cet univers, ce qui m'a semblé être le meilleur compromis quand j'étais étudiant, ça a été d'orienter mes études vers la construction navale, en me disant que ça serait un bon moyen de mettre un pied dans cet univers. Au bout de assez peu de temps d'expérience professionnelle, j'ai acheté ma première épave de mini en faisant tapis sur mes économies de 2000 €. Donc il y avait un peu de boulot sur un bateau à ce prix-là. J'ai appris plein de choses parce que j'avais pas fini d'être formé quand j'ai acheté ce bateau-là. Donc j'ai appris à peindre sur ce bateau-là. J'ai fait plein d'erreurs. C'était hyper enrichissant. Ces erreurs, je les ai prises un peu dans les dents quand j'étais sur l'eau aussi. Donc à l'issue de la Mini Transat en 2013, j'ai l'impression d'avoir tiré énormément d'enseignements. Et je me dis que si je retourne que faire du technique dans un chantier, c'est passer à côté d'une partie des leçons que j'ai à tirer de cette première expérience. Et naturellement, l'idée de recommencer vient assez vite. Après, il y a des opportunités qui font que j'ai la chance de récupérer un bateau plus performant, alors à l'état d'épave aussi, parce que j'ai pas toujours plus de moyens. Et donc pareil, là, un chantier mais mené de manière beaucoup plus efficace parce que j'ai beaucoup appris sur le premier. Au lieu d'y passer 2 ans, j'y passe 9 mois. Et derrière, je navigue 9 mois avec le 716 qui me permet de faire une deuxième mini en 2015 où sur la Mini Transat, je fais le pire résultat de la saison et qui me fait finir 4e au général de la Transat. Donc pour un compétiteur juste pas acceptable. Je suis infect, fallait pas être là à l'arrivée. Forcément, faut recommencer. La suite logique après avoir retapé 2 épaves, c'est de partir de zéro, faire un bateau neuf. Là, j'ai fait une petite pause quand même en 2016 où je vais partir 1 an en Nouvelle-Zélande avec ma compagne parce que après 2 campagnes mini à bloc, elle a besoin d'entendre parler d'autre chose et je l'entends. Et c'est hyper enrichissant parce que j'ai aussi l'occasion de bosser là-bas chez Core Builder, qui est le chantier de Oracle Team USA.
et avec lequel on fabrique les Formule 50 pour aller faire la coupe aux Bermudes et Oracle et Team Japan. Donc hyper enrichissant de bosser avec d'autres façons de faire pour arriver au même résultat final qui est un mélange de fibres et de résine. Donc voilà, j'ai appris plein de choses à ce moment-là. Et puis du coup, quand je suis rentré après cette expérience-là, j'ai été chaud bouillant pour attaquer. Je fais 15 mois de chantier, j'ai construit le 945. Un joli proto sur plan lombard avec lequel je fais deuxième de la Mini après avoir fait un ou deux quasiment à toutes les courses. Là, on se bagarrait à l'époque avec François Jambou qui était sur le maximum, un plan raison redoutable. Donc voilà, super expérience, même si c'est pas une victoire à la fin. Le projet qui a failli être un échec sur le plan commercial, dans le sens où à 3 mois du départ, j'avais pas trouvé de partenaire pour le financer. Une de mes fiertés, c'est quand même d'avoir réussi à emmener ces partenaires avec moi, leurs équipes, à me suivre dans cette aventure, notamment en le faisant derrière la bannière de Project Rescue Océan, qui est une association à qui on avait proposé de profiter de la visibilité de notre projet à l'époque, parce qu'on n'avait pas de bonne raison de la donner à quelqu'un d'autre, vu qu'on n'avait pas de partenaire. Et le fait de ne pas trouver un partenaire, ni 2 partenaires, mais 3 partenaires en 3 semaines, a fait que ça avait aussi du sens de faire de cet assaut la bannière commune derrière laquelle rassembler tout le monde. Fort de cette super expérience pour nos partenaires, mais aussi pour moi, avec cette belle deuxième place sur la Mini en 2019, assez vite, l'idée de faire plus gros, ça s'installe, notamment de viser des courses comme la Route du Rhum, et ça impose un changement de catégorie, et du coup, le passage en classe 40. Arrive une petite bête des pays de l'Est nommée Covid qui va mettre un bon coup de frein là-dedans. Mais on a quand même la chance d'avoir des partenaires qui, très vite à la sortie du premier confinement, ont la confiance, nous font confiance et nous permettent de lancer le premier cycle de projet en classe 40 avec le 162, un plan raison qu'on construit en partie dans mon atelier pour la partie cloison et en partie dans un chantier de la Trinité pour l'assemblage jusqu'à la mise à l'eau. Et j'ai la chance de faire 4 ans avec ce beau classe 40, qui est une première génération de SCO. Et on change de dimension en participant à des courses d'envergure comme la Jacques Vabre, Café l'Or ou la Route du Rhum. On a fait donc 4 ans avec ce bateau-là. On est arrivé un petit peu en fin de cycle, en 2024. On a eu très envie d'essayer d'aller faire le tour du monde sur un bateau plus gros qu'un classe 40. Et face au constat que c'était compliqué à financer, j'ai fait le choix en fin d'année 2024 de me rapprocher de Corentin Douguet, qui est un de mes concurrents habituels en classe 40, dans l'idée où la saison 2025 était en double. Donc on s'est tapé dans la main pour faire cette saison 2025 en double, où on aura tout gagné, sauf la deuxième étape de la Transat Café l'Or et le général pour 7 minutes. C'était quand même une super expérience, parce que naviguer avec quelqu'un qui a autant d'heures de vol que Corentin, c'est hyper enrichissant. Le bateau sur lequel on naviguait, qui a un plan lombard, le Lift V3, donc le dernier plan en date, évolution du V2 qui avait gagné la précédente Route du Rhum. Le bateau, c'est un avion de chasse, hein, clairement, il va hyper vite. Je pense que c'est la nouvelle référence en vitesse du circuit. Donc hyper satisfaisant, très intéressant, la partie mise au point d'un premier bateau comme celui-là. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est qu'en mettant les pieds dans le projet avec Corentin, j'ai découvert qu'il y avait un numéro 2 qui avait été construit, que ce numéro 2 avait pas forcément de coureur attitré au moment où je rencontre le projet de Corentin, le numéro 1, qu'il y a du monde qui tourne autour, mais que tout le monde est un peu dans l'attente de savoir ce que ça va donner. Et concrètement, après les premiers entraînements en solo, on a des bonnes sensations, mais il faut attendre les premiers entraînements, les confrontations directes avec nos concurrents pour tirer des conclusions, si tant est qu'il soit suffisamment tôt pour en tirer. Mais en tout cas, les sensations sont très bonnes quand on est tout seul, et c'est confirmé quand on se retrouve à côté des autres bateaux. Et très rapidement, je me dis qu'il y a moyen de faire un délit d'initié, quoi. Tant que ça se sait pas trop que le bateau il déboîte, faut peut-être essayer de le récupérer, parce que quand ça va savoir, tout le monde le voudra. Ça, c'est mon interprétation. Pour faire marcher l'équation, l'idée, c'est que le numéro 2 sur lequel on est assis aujourd'hui, quand on évoque l'idée d'en faire quelque chose, donc c'est une boîte qui est structurée, pontée, une coque de la structure, un pont, mais qui est brute de stratification, il y a 0 peinture, 0 équipement, etc. Il y a une quille, mais pas de safran, il n'y a pas de mât, il n'y a pas de baume, il n'y a pas de bout dehors, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. L'idée, c'est de dire que ces choses-là, je vais essayer d'en faire le maximum moi. Alors, c'est pas réaliste de tout faire tout seul, donc j'ai la chance d'être bien entouré, avec notamment Léo qui est là aujourd'hui, mais il y a aussi tout un tas de personnes qui m'ont aidé
sur ce chantier depuis que j'ai récupéré le bateau. Le bateau, j'ai eu la chance de le récupérer après le travail des équipes de Gepetto sur les plans de Marc Lombard, enfin de l'équipe de Marc Lombard Yacht Design. Et c'est du travail d'orfèvre, hein. Donc voilà, il y a zéro surprise, c'est un vrai plaisir. C'est boulevard pour travailler derrière eux, donc c'est vraiment appréciable. Et l'idée de faire ce bateau, de le finir, en mettant moi des heures, en allant chercher le bon équipement au bon prix, c'est de réussir à faire un bateau qui soit compétitif, qui puisse prétendre à la victoire au départ de la Route du Rhum. Et l'idée a été aussi de chercher à l'équiper au mieux avec les meilleurs produits, en faisant appel aux meilleurs prestataires, aux meilleurs fournisseurs. Très concrètement, effectivement, l'expérience des précédents projets a fait que je me suis tourné vers certaines personnes avec beaucoup plus de facilité, notamment sur la partie électronique avec Brooks. On constate déjà qu'il y a 2 écrans à côté de nous. Les données, quand on est sur l'eau et qu'on court, alors encore plus en solo, je pense, 3 jours après l'arrivée de la Route du Rhum, quand je me réveille au milieu de la nuit, et que je me redresse subitement au milieu de mon lit, ce que je cherche, c'est ça, c'est les écrans, c'est les chiffres, c'est savoir à quelle vitesse on va, d'où vient le vent, du coup, en conséquence, à quelle angle du vent on navigue et dans quelle direction on va, et à quel niveau de performance je navigue. Toutes ces infos-là, je vais les avoir sur le Nemesis. Le Nemesis, il a l'avantage d'être hyper visible, hyper lumineux. On peut mettre les données dans la couleur qu'on veut pour en un instant avoir la bonne donnée devant les yeux et l'intégrer, c'est hyper facile. On peut faire plusieurs pages pour avoir tout un lot de données en fonction des thématiques, du portant, du prêt, etc. Moi, j'ai fait le choix de le mettre sur un support qui permet de l'orienter, mais il a un angle de vue qui est très large. Et c'est vraiment l'écran principal pour la vision des données sur le bateau. Vraiment un écran de très bonne qualité pour afficher de la donnée, c'est vraiment parfait. En complément de ça, j'ai fait le choix d'installer un Zeus. Alors le Zeus, il a une particularité, c'est qu'il est sur un support amovible. Je peux le tourner dans tous les sens, l'envoyer d'un côté ou de l'autre côté de la cloison, le regarder à l'intérieur. Alors pourquoi je l'ai fait de cette manière-là? Alors déjà, lui, il va me permettre d'afficher des données en complément du Nemesis, avec une autre capacité, c'est celle d'afficher de la cartographie. Et ça, notamment pour les phases où on navigue au ras de la côte, ça évite d'aller à l'intérieur du bateau ou d'aller chercher à zoomer sur un écran d'ordinateur quand il n'est pas forcément aussi accessible. Et quand on navigue en double, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y en a un qui peut être concentré sur l'ordinateur à anticiper les coups à venir à moyen et long terme, pendant que celui qui est en charge de la navigation et qui est de quart sur le pont peut, à court terme, ajuster sur une carto indépendante ici, sans avoir à interrompre celui qui fait de la nave à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un avantage vraiment dingue. Et ce que je trouve assez exceptionnel avec le Zeus couplé au radar à l'O20, c'est la qualité des informations qu'on est capable d'afficher sur cette cartographie en lien avec ce qui est scanné par le radar. Alors, très concrètement, c'est de la sécurité, hein. On a l'AIS affiché sur cette carte-là, mais on sait très bien que tous les bateaux n'ont pas l'AIS, et quand on a un demi-doute, un petit coup de radar, ça permet de confirmer que le bateau qu'on voit avec tel relèvement, eh ben effectivement, on a un écho sur le radar, raccroché à une cible AIS ou pas, mais ça permet, quand on a un doute, de lever les doutes très vite. Ça permet surtout, quand on commence à arriver dans les alizés, ça faut pas trop le dire, mais pour voir les grains, c'est vraiment hyper intéressant. On est capable de les cibler, les traquer, avoir une idée de leur déplacement. En conséquence, on adapte notre trajectoire pour se placer par rapport au nuage. En termes de perf, c'est vraiment, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Et même si on regarde ma précédente expérience sur la Route du Rhum, je ne suis pas forcément le bon exemple. Il y a un mode régate qui permet de plotter les lignes de départ et d'intégrer le compte à rebours qui donne un temps à griller et une distance à la ligne qui est vraiment très bien. Voilà. Après, il y a un moment, les infos, il faut les regarder et il ne faut pas juste fermer les yeux en espérant que ça passe. Voilà. À bord, on va retrouver également la VHF AIS et le splitter. On va retrouver les capteurs compas comme les Précision 9, on va retrouver 2 ZG100, là, des GPS, ainsi que les aériens là-haut en Duma, les Speedo, etc. Donc des produits que je connais bien pour avoir utilisé exactement les mêmes sur mon précédent Classe 40, et si on les retrouve ici de la même manière sur ce nouveau bateau, c'est que vraiment j'en étais pleinement satisfait, que ça me paraît vraiment être très adapté pour ce support.
Et c'est assez naturellement que j'ai fait le choix de me tourner vers Brooks pour remettre les mêmes produits qui m'apportent pleinement satisfaction sur ce bateau. L'idée, c'est de reprendre une revanche sur cette route du Rhum-là. Ce qui est sûr, c'est que la précédente, si on avait voulu la scénariser, on n'aurait peut-être pas osé mettre autant de choses. Alors, je commence par voler le départ. Donc là, d'entrée de jeu, la boulette. Ça m'a vachement détendu parce qu'au moins, j'ai commencé par la grosse connerie. Je pouvais plus me cacher. Voilà, il fallait que je m'arrête 4 heures. Donc je commence par faire ça. Alors ce qui m'a consolé, c'est que je n'étais pas le seul à m'être fait avoir et qu'il y avait notamment le futur vainqueur dans le lot. Alors j'arrive à revenir pas trop mal, mais pas autant que le futur vainqueur, mais pas trop mal. Hein. Aux Açores, je suis 5e, 5-6e. Quand j'ai une avarie de gréement, j'ai la chance de réagir vite et bien, ce qui fait que je perds une barre de flèche, mais que le mât ne tombe pas, que j'arrive à le sécuriser avant que ça se barre en sucette. Et on fait demi-tour, le bateau et moi, à une île des Açores très proche, Punta Delgada en l'occurrence, où s'est arrêté un de mes concurrents qui a le même bateau que le mien. Lui, il s'est arrêté parce qu'il a abîmé la quille et Safran la coque, mais pas le mât. Donc le temps de faire le trajet, l'idée naît, se met en place, il y a un peu d'administratif à gérer pour ceux qui sont restés à terre. Et très vite, techniquement, quand j'arrive, on se met au boulot et concrètement, moins de 24 heures après avoir eu une casse et moins de 12 heures après être arrivé au port, je repars avec un mât qui n'est pas le mien, 25e, mais je repars. Et à la fin, ça finit 10, quoi. Donc il y a une belle péripétie. Au milieu de tout ça, je sais pas comment je me débrouille, mais j'ai un ménisque qui saute, donc on change de mât. Moi, je boite un peu. À l'arrivée, je peux pas marcher. Ouais, il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans cette route du Rhum. Donc là, l'idée, c'est de faire simple, partir devant, accélérer. Voilà. J'ai plein de belles idées. Après, voilà, faut faire de la mise en œuvre. Mais voilà, il y a vraiment un coup à faire pour nous sur cette route du Rhum. Moi, j'ai une vraie revanche à prendre à titre personnel. Je pense qu'on a commencé à écrire une belle histoire avec ce bateau et j'espère que l'avenir nous le confirmera. Ce qui est sûr, c'est que le jeu est dingue. Moi, j'ai l'impression d'être resté un grand gamin. À l'école, je m'ennuyais un peu. Hein. La récré, c'est ce qui m'amusait le plus. On allait jouer, quoi. Et en fait, quand on va jouer à la régate, c'est génial. C'est le jeu qui m'amuse le plus. Où les problématiques auxquelles je suis confronté m'amusent le plus. Et en conséquence, ça me permet de tolérer de l'inconfort et un certain nombre de contreparties parce que c'est pas tout le temps très agréable. Là, on fait des photos, des vidéos. Alors très vite, heureusement qu'on vous envoie pas les odeurs. Enfin, il y a de l'humidité, il y a des chocs, etc. C'est pas tout le temps confortable. Je pense que il n'y a pas beaucoup de transats. Je pense qu'il n'y a pas de transat. J'en ai fait un peu plus de 10 où il n'y a pas un moment où je me suis dit c'est la dernière, t'es trop con, t'aurais jamais dû venir là. Il y a des moments pas agréables, mais il y a tellement de moments dingues à côté que non, ça compense complètement. Et c'est hyper intéressant à titre personnel d'être poussé par cette compétition pour aller chercher des ressources en nous qu'on soupçonnerait pas forcément et qu'on découvre être beaucoup plus large que ce qu'on imaginait. Et jouer un peu avec notre capacité à aller puiser loin des ressources dont on n'imagine pas franchement les contours. Ouais.